Je vais vous parler aujourd'hui du service civique volontaire et plus particulièrement de ce que m'a appris le service civique volontaire. Alors j'ai voulu parler de ce sujet-là, bien que il ne soit pas forcément dans la sphère des intérêts que j'ai, des sujets et des thématiques que j'aimerais aborder ici. Ceci dit, je trouvais que c'était intéressant au vu de la jeunesse, comme on dit, et de la perte de repères collectifs des jeunes, qu'elles soient au niveau individuel, et aussi de ce qu'on pourrait appeler l'effondrement des structures familiales, en gros, et civilisationnelles, si on veut aller un peu plus loin, en gros de ce qui fonde le sentiment d'appartenance à une nation, plutôt à une collectivité d'abord, parce qu'une nation c'est quand même un peu plus large, à un environnement, à une nation. Et la France n'en est pas exempt, dans le sens où j'ai constaté que les générations actuelles, 10-20 ans, début de la vingtaine, on va dire 16-25 ans, ont peut-être une sorte de désinvestissement au niveau collectif. Et à juste titre. Et puis, un intérêt de plus en plus accru à une sorte d'épanouissement individuel, de liberté individuelle, d'entrepreneuriat, de quelque chose de plus individualistique. Enfin, c'est un petit peu l'ordre de la société, c'est un petit peu normal. Ceci dit, c'est tout à fait compréhensible dans la mesure où il y a un manque de confiance, une méfiance viscérale, et puis de la part de l'État, du gouvernement en général. Et donc, pourquoi m'investir ? Pourquoi m'investir, que ce soit dans l'école, que ce soit dans les sphères que promulgue la société, en termes de valeurs, ça ne correspond absolument pas. Il y a le papier, il y a aussi la réalité, on se fout de nous, on nous raconte n'importe quoi, et ainsi de suite. Donc, je peux comprendre qu'il y ait ce désinvestissement total. Ceci dit, tout n'est pas aussi noir, j'allais dire au rose, tout n'est pas aussi noir ou blanc. Je vais essayer de nuancer ici par rapport à mon expérience personnelle du service civique volontaire et ce que j'en ai appris avec le recul. J'ai pu relever 3 grands points et je vais essayer de vous les exposer ici de manière claire, je l'espère. Bon, on commence souvent, pour ne pas dire toujours, par éclaircir ce dont on parle. Le service civique, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cela, le service civique, c'est comme un dispositif qui a été mis en place. Alors j'ai lu en faisant 2-3 recherches qu'il a réellement été officialisé en 2010, mais que l'idée est apparue en 2005. Ça m'avait étonné qu'il soit réellement mis en place en 2010, officialisé en 2010, étant donné que je l'ai effectué avant 2010. Donc c'est un dispositif, comme je le dis, qui est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. Il peut s'effectuer donc en France, en général il s'effectue en France mais aussi à l'étranger, et puis on s'engage, c'est un engagement, c'est un contrat d'engagement pour ce qu'on appelle une mission d'intérêt général sociétal, pour une durée de 6 à 12 mois. Alors, vous connaissez peut-être le service militaire. Je pense que il a été mis en place en remplacement du service militaire qui était obligatoire à une certaine époque, qui ne l'est plus aujourd'hui,
Mais je pense qu'il y a une forme d'engagement dans le service civique qu'on retrouve aussi dans le service militaire, bien que les deux soient complètement différents. C'est des programmes d'engagement, certes, mais ils sont complètement différents. Premièrement, le service civique, c'est plutôt un engagement qui va viser à promouvoir ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté, l'engagement en fait solidaire au sein de la par exemple locale ou nationale ou internationale. Et voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure dans la définition, ça permet de s'engager pour une mission d'intérêt général, donc collective, mais très axée sur l'aspect social. Tandis que le service militaire, bien évidemment, il est là pour préparer les jeunes plus dans un aspect belliqueux, on va dire de la défense du territoire national, et aussi il a cet aspect d'inculquer, d'intégrer à travers cet engagement les valeurs de la République. Alors, donc les deux ne sont véritablement pas du tout, n'ont pas la même visée, bien que les deux soient synonymes d'engagement pour un collectif. Donc pour revenir au service civique, l'engagement peut s'effectuer dans différentes sphères qui sont liées au social. On retrouve beaucoup ce qu'on pourrait appeler les domaines de la solidarité et de l'entraide. Ça fait partie aussi de la cohésion, ce qu'on pourrait appeler la cohésion sociale. Donc on retrouve des missions qui sont typiquement pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les sans-abri, en gros les personnes les plus défavorisées de la société. On peut aussi retrouver des missions qui sont liées à l'éducation en général, la culture également en général. Donc là, on retrouve particulièrement tout ce qui est animation socio-culturelle, l'accompagnement scolaire. Puisque c'est aussi dans l'air du temps, on va aussi beaucoup axer les missions sur la sensibilisation à l'environnement. Donc ça, c'est une possibilité. Par notamment des chantiers de restauration de la biodiversité. D'ailleurs, nous-mêmes, on a aussi participé à cela. On peut sensibiliser aussi de différentes manières dans des associations, notamment en particulier dans des associations. Donc c'est des enjeux actuels sociétaux et l'environnement en fait partie. Ensuite, on peut retrouver ce qu'on pourrait appeler des interventions d'urgence. C'est un peu plus rare, je ne savais pas qu'on pouvait effectuer des services civiques à ce niveau-là, mais ça peut être effectué en cas de, par exemple, grande catastrophe naturelle. On peut faire appel aussi à cette forme d'engagement. Et puis aussi, il y a aussi le côté, l'aspect aussi de sensibilisation, de prévention à certains enjeux qui touchent le territoire sur lequel on est engagé. Oui, donc maintenant, vous avez un petit peu le décor général. En ce qui me concerne, donc ça c'était général, en ce qui me concerne, je ne sais plus si c'était en 2007 ou 2008 que je l'avais effectué, dans une association justement qui promeut le service civique à l'échelle nationale. C'est une association nationale qui a des antennes bien évidemment locales, régionales et locales. Cette association-là est axée sur ce qu'on appelle la solidarité locale. Donc on met l'accent sur l'environnement direct, l'environnement local, les problématiques locales. En ce qui me concerne, la thématique de cette année-là, nous l'avions pas choisie, on nous l'avait proposé, donc pour l'engagement de 9 mois, si ma mémoire est bonne. Pour l'anecdote, j'ai pas fini les 9 mois. Donc l'engagement était lié à l'engagement intergénérationnel. Donc la solidarité intergénérationnelle. Donc vous voyez, le sujet, la thématique est vague, ensuite elle se décline, donc c'est le projet est spécifié ainsi, ensuite il est décliné en
sur le terrain par différentes actions de mise en œuvre en fait du projet général, qui est annuel, si ma mémoire est bonne. Ça a certainement dû changer aujourd'hui, et puis on voit de plus en plus d'associations qui recrutent des volontaires à ce niveau-là. Je pense que tout simplement parce que ça s'est officialisé il y a quand même plus d'une dizaine d'années, ça s'est officialisé en 2010, donc on a eu le temps d'avoir un retour sur expérience sur les premiers volontaires, et puis les premiers dispositifs, et surtout leur mise en action. Donc on a certainement dû apprendre des expériences, notamment des erreurs, et puis on a un petit peu peaufiné, perfectionné le système de telle sorte à ce que ça soit de plus en plus accessible et surtout connu en termes de communication, puisque souvent les jeunes ne savent pas qu'ils ont cette opportunité-là d'effectuer, de s'engager, d'acquérir pas mal de compétences, non seulement pas mal de compétences, mais aussi ça peut être une année, et c'est souvent une année de transition, un peu comme si les jeunes qui s'engagent à ce niveau-là ne savent pas quoi faire, et cet engagement leur permet non seulement de ne pas rien faire, premièrement, et surtout d'acquérir des compétences, d'élargir leur réseau, et d'avoir des ouvertures finalement, d'un peu plus clarifier leurs objectifs personnels, puisque dans ce dispositif, il y a aussi l'aspect individuel qui est aussi mis en avant. Et donc à travers ça, il y a aussi des accompagnements individuels qui sont mis en place, en même temps d'une certaine contribution à l'association et au dispositif. Alors, maintenant, les 3 points de ce que m'a appris le service civique. Nous, on avait différentes missions à mettre en place. Le premier point que j'ai pu, avec le recul, le premier point, c'est vraiment ce que je disais au début, c'est l'acquisition de compétences. Donc, ce que m'a appris le service civique, c'est que j'ai appris la satisfaction de contribuer à un projet collectif. Et de mémoire, je crois que mis à part le côté amis proches, familial, voisinage local, peut-être sportif, association sportive, je crois que c'était la première fois où il y avait ce sentiment de contribuer à quelque chose de j'ai envie de dire de plus grand que nous, de social. Enfin, c'est vraiment ici l'enjeu du sentiment de cohésion sociale et puis d'appartenance à la société à travers cette contribution-là qui est volontaire, d'autant plus qu'elle est volontaire. Ce n'est pas par le travail, dans le sens où le travail est presque une obligation pour pouvoir se financer, en fait, participer au système, puisque le travail n'est pas une option, c'est parfois et très souvent une obligation. Donc là, la contribution, elle n'est pas vraiment volontaire. Mais lorsque la contribution est volontaire, on est d'autant plus investi, je pense, et on a un plus grand sentiment d'appartenance. Voilà un des bons points, je trouve, qui est un apprentissage que peut-être l'armée a contribué, enfin le service militaire a aussi contribué à avoir. Je ne sais pas du tout. Mais pour moi, je vois l'armée comme quelque chose d'à côté, en fait. Vu que c'est pas la société civile, ils sont comme un peu déconnectés de la société civile. Alors que là, on est carrément une partie intégrante de la société civile et on participe à cela. Donc il y a aussi une participation, une contribution et beaucoup d'apprentissage, les apprentissages de nouvelles compétences, d'acquisition de nouvelles compétences, que ce soit au niveau des savoir-faire, au niveau des savoirs tout court, et aussi des savoir-être.
puisque on peut estimer que beaucoup de personnes qui s'engagent n'ont pas véritablement eu de grosses expériences professionnelles, et cela permet, donc le service civique, cet engagement-là permet de peaufiner, de pouvoir s'adapter, s'adapter à certaines attentes de savoir-être en société. Et puis aussi le côté professionnel. Je mets tout ça entre guillemets parce que je pense profondément que derrière la rigueur professionnelle que j'apprécie et que j'admire et que je valorise beaucoup, il ne faut pas se voiler la face, le monde, ce qu'on dit, les compétences sociales, c'est des compétences de masque, d'hypocrite, de savoir vivre, comme on dit, savoir vivre ou savoir jouer dans une certaine mesure, bien sûr. Bon, en tout cas, on ne peut qu'apprendre à travers donc cet engagement-là, surtout pour les personnes qui n'ont pas encore acquis ce genre de compétences, qui n'ont pas encore été confrontées à cette atmosphère-là qui est professionnelle, sociale, et puis beaucoup plus distante au niveau affectif et émotionnel. En ce qui me concerne, c'était très intéressant les compétences acquises. Alors, moi j'étais quand même âgée, dans le sens où on était, je crois que c'était de 18 à 25 ans à l'époque. Maintenant, c'est de 16 à 25 ans. Mais je me souviens que moi, j'étais vers la fin. Donc, on avait vraiment des jeunes. Et moi, j'avais déjà un bagage professionnel, j'avais un bagage universitaire et j'avais un bagage d'indépendance puisque j'avais voyagé. Je revenais juste d'Espagne. J'avais passé 1 an à l'université en Espagne. Et c'était une coupure dans mon cursus universitaire. Il me restait 1 an avant de finir et j'ai voulu faire une coupure pour avoir ce genre d'expérience-là. Donc c'est vrai que j'arrivais déjà avec un certain bagage de compétences et parfois il pouvait y avoir un décalage avec ceux qui tout simplement n'avaient rien. Non seulement n'avaient rien, mais qui étaient dans un milieu social défavorable. Je rappelle que j'étais en Île-de-France, qui étaient dans un milieu social défavorable, certainement un milieu familial, on va dire, malaisant, et parfois je dirais pas en échec scolaire, mais en déscolarisé, voilà, en manque d'objectifs professionnel, personnel et d'objectifs tout court, puisque les deux vont souvent ensemble. Donc, il pouvait y avoir un certain décalage. Ceci dit, j'ai aussi acquis certaines compétences plus par l'observation, parce que j'ai pu voir comment le système fonctionnait, plus que, par exemple, des compétences d'animation ou des compétences de gestion d'un projet ou je me souviens, on devait aussi faire des présentations, des choses que je savais déjà, mais j'ai quand même aussi appris d'autres choses. C'est-à-dire que c'était quand même bénéfique en termes de compréhension du fonctionnement du système. Comment cela fonctionne, par exemple, comment on peut faire appel à des partenaires, donc c'est la recherche de partenariat, comment l'association présente le projet à d'autres associations pour que justement les volontaires puissent participer, comment se présenter, il y avait quand même pas mal de choses très intéressantes au niveau de l'acquisition des compétences. À côté de cela, justement, la deuxième chose que j'ai apprise et que j'ai vécue de manière improbable, ça a été, je parlais du décalage qu'il pouvait y avoir, justement, ce décalage était une sorte de bénédiction, était très enrichissante, puisque nous venions d'horizons différents, alors avec bien sûr une certaine proximité, puisque voilà, Île-de-France, jeune
dans banlieue parisienne, on va dire qu'il y a un lien de base, mais avec tout de même de grosses différences de bagages culturels, de bagages économiques, de bagages social. Et souvent, je disais que les rencontres effectuées, les liens qui ont été créés n'auraient pas pu être créés si nous n'avions pas participé à ce service civique. C'est aussi simple que cela. Puisque, de mon côté, c'était impossible au niveau de l'école, on ne faisait pas le même cursus, impossible au niveau du travail, bon, quoique, peut-être au niveau du travail, des jobs comme ça, étudiants, ça aurait été possible aussi, bon, c'est vrai, oui, ça aurait été possible. Au niveau géographique, pas possible, puisque on venait du département, on était assez éparpillés, et même certains qui venaient aussi on va dire de la même localité, il y avait peu de chances de se rencontrer, aussi dû à l'âge, parce que même s'il y avait quelques années de différence, vous savez que plus on est jeune, plus ces années de différence sont grandes en termes d'expérience et puis en termes de vécu. Et aussi le bagage culturel en termes d'intérêts. Les intérêts loisirs, les intérêts personnels étaient assez différents. Donc il y avait peu de chances de se rencontrer, souvent on se le disait, et le fait d'avoir gardé certains liens me renforce cette idée-là, que l'expérience vécue a vraiment créé des liens entre nous, entre membres du groupe, puisque tout était fait pour cela à la base. C'était un peu comme une sorte un mélange de colonie de vacances au travail. Et c'était très intéressant pour le côté professionnel, le côté acquisition de compétences, et le côté aussi personnel, interpersonnel, on va dire. Donc avec la légèreté, voilà, avec une certaine légèreté, moins de pression que l'on pourrait avoir dans le milieu du travail. Puisque dans le milieu du travail professionnel, c'est un des objectifs que veut atteindre maintenant les politiques managériales, c'est cette cohésion d'équipe, donc raison pour laquelle les dirigeants, les gestionnaires, les managers essayent de mettre en place de plus en plus par exemple, d'activités en commun, les week-ends, comment ils appellent ça, team building. Bon, voilà, ils construisent l'esprit d'équipe à travers des activités hors contexte professionnel pour se retrouver dans un autre environnement, dans un autre état, et afin de, en quelque sorte, briser la barrière, la distance que le travail peut impliquer, et d'avoir peut-être un peu plus d'avoir un peu plus le côté communication qui soit plus développé. Voilà, et le fait de connaître l'autre dans d'autres contextes, on arrive à un peu plus peut-être s'exprimer ou communiquer lorsque les choses ne vont pas forcément bien, ou pour exprimer des choses totalement désagréables, par exemple, lors d'un projet dans le cadre professionnel. C'est un peu le même esprit, mais sans le côté performance de l'entreprise, vu que là, on était vraiment volontaire. C'est ce qui implique également l'aspect contribution. Le fait d'être volontaire, on est beaucoup plus engagé, puisque, entre guillemets, on l'a choisi. Et on aurait très bien pu faire autre chose. On l'a choisi, donc on est plus impliqué et on est un peu plus léger parce qu'on demandera moins de nous. On demandera moins de nous en termes de performance, si je puis dire, en termes de travail, chose qui ne pourrait pas exister dans le milieu professionnel, en tout cas en général. Ça, c'était pour la deuxième chose. C'était vraiment les rencontres et puis les liens comme on pourrait dire, interpersonnels. Les liens humains, quoi.
Et par rapport à cela, en fait, je pense que ça fait partie d'un tout. Comment dire, l'objectif principal, c'est vraiment la cohésion sociale, mais elle ne peut se faire que lorsque les membres du groupe sont dans une bonne entente. Elles peuvent ainsi s'investir pour les missions. Nous, on avait, je me souviens, pas mal de problématiques avec nos partenaires, mais je pense que c'est parce qu'on était vraiment dans les débuts du service civique. D'ailleurs, comme je disais, l'officialisation n'avait même pas encore eu lieu, donc la plupart des structures et même des administrations n'avaient pas conscience que cela existait. Puis je me souviens même à la sécurité sociale, je sais pas quoi, il fallait changer notre statut ou je ne sais quoi, et j'expliquais aux administrateurs que on n'était pas bénévole ni professionnel, mais volontaire, et que c'était un statut particulier, et ils ne comprenaient pas. Maintenant, je comprends mieux. C'est parce que c'était tout simplement pas officiel. C'était accepté, puisqu'il y avait des associations qui, justement, faisaient la promotion de cela. On avait le statut, mais bon, je l'ai découvert, hein, bien après que ça a été officialisé en 2010. Et pareil pour les structures, pour la place, puisqu'on intervenait dans des structures. On était dans des maisons de retraite, dans des centres sociaux, si ma mémoire est bonne, je sais plus trop, dans une ferme pédagogique. On avait fait plusieurs structures. En gros, notre association permettait des partenariats avec d'autres structures. Et le fait est que c'était assez délicat au début d'avoir une certaine place en particulier dans ces structures-là. Puisque je me souviens qu'on disait que les attentes des structures par rapport à une certaine mission donnée, nous disions, nous ne sommes ni employés, donc ni salariés, ni employés, ni stagiaires. Et la notion de stagiaire revenait pas mal parce que justement, je crois que certains responsables de structure, ou alors en tout cas une en particulier, je me souviens que c'était vraiment une en particulier, nous prenaient pour des stagiaires, donc l'attente était assez professionnellement élevée. Et nous disions que nous avions une autre mission, d'autres objectifs que des attentes professionnelles pures. Et voilà, donc la place, il fallait qu'on se fasse une place, c'était pas évident, et puis pareil pour les membres des structures, que ce soit les enfants, les personnes âgées, bon voilà, on était des sortes d'intervenants, mais non professionnels, donc volontaires. Par rapport à cela, ça nous a aussi appris à communiquer, à aussi résoudre, enfin du moins traiter les conflits qui peuvent émerger par la communication ou autre. Et ça pouvait être délicat pour justement des personnes qui n'avaient jamais eu à ni travailler, ni avoir affaire à s'impliquer dans autre chose que chez eux. Voilà, donc ça c'est pour les deuxièmes points. Donc les deuxièmes points, c'était vraiment les rencontres, comme je dis, improbables, et les liens créés. La troisième chose, et dernière, là, je vais parler de ce qu'on pourrait appeler les influences sociétales. Donc ça, c'est ce que m'a appris le service civique. On est au cœur des enjeux sociétaux. Comment cela se manifestait concrètement? Alors, tout comme dans la vidéo sur l'université que j'avais faite avant, je ne sais plus si c'est juste avant celle-là ou celle d'avant, bref, avant celle-ci en tout cas, je parlais aussi de ce genre d'influence. C'est-à-dire que vous rentrez à l'université, vous êtes censé acquérir des compétences, certaines compétences, pour pouvoir avoir un diplôme et ainsi de suite exercer en fonction de ce diplôme-là. Mais il y a
les à côté, tout ce qu'il y a autour. Donc on s'inscrit, par exemple, l'université en mai 68 s'inscrivait clairement dans une dynamique d'influence sociale que ne pouvait nier l'université. Même si vous faisiez à cette époque des études d'informatique, quelque chose de science pure, vous êtes quand même influencé par les dynamiques sociales que l'université promeut. C'est comme si elle était en quelque sorte un porte-à-faux des enjeux implicites, des influences implicites sociétales. C'est la même chose avec la participation à ce service civique dans cette association-là. Ça, comme je disais, comment ça se manifestait ? Ça se manifestait par des interventions. Comme ils disent, une sensibilisation. Donc on avait parfois des jours dans la semaine d'intervention, ce qu'ils appellent des jours de formation, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas si c'était au moins une fois par semaine ou en tout cas plusieurs fois par mois. Durant ces périodes-là, nous avions des intervenants qui venaient nous parler d'un point précis, d'un sujet sensible. Typiquement, l'environnement. Vous voyez, on va dire ça, vous ne pouvez pas passer à côté, déjà à mon époque, avant 2010, c'était déjà très très présent, maintenant encore plus. Donc il y a une sorte de sensibilisation, comme des cours, pour être plus ou moins au courant de ce que vous devez être au courant, de ce dont vous devez être au courant. Pas plus, hein. Pas les questions un peu plus profondes, mais on va dire, il faut vous aligner dans les enjeux, les connaissances sociales, on va dire populaires, médiatiques, la doxa, hein, comme ils disent, qui reflète un peu une sorte de pensée unique et de ce qu'est un bon citoyen et un mauvais citoyen. Voilà. Donc se préoccuper, par exemple, si je reprends la sensibilisation à l'environnement, voilà où nous en sommes, voilà ce que nous devrions faire. Et si vous faites ça, vous êtes un bon citoyen si vous vous préoccupez de l'environnement. Typiquement, la gestion à l'époque, c'était la gestion des déchets. On nous parlait de l'eau, la gestion de l'eau, où vont les déchets, la pollution, les pollutions atmosphériques, pollution de toutes sortes. Donc ça nous touche individuellement, une sorte de responsabilisation individuelle qui est beaucoup plus présente que les responsabilisations collectives, à savoir les grandes industries et ainsi de suite. Ça, on en parle moins parce qu'on a moins de contrôle et d'impact dessus. Il y avait aussi des intervenants, je me souviens très bien, c'était le début de la théorie du genre. Et j'en avais déjà entendu parler et j'avais même participé avant, puisque je travaillais, avant d'avoir fait mon service civique, je travaillais déjà dans le milieu associatif, dans l'animation et l'éducation populaire, notamment dans une association d'éducation populaire qui était au cœur des enjeux sociétaux. Et c'est comme ça que j'avais connu ce qu'on peut appeler la théorie du genre. Elle n'était pas spécifiée ainsi, mais en gros, la sensibilisation, on avait des missions comme ça, des projets éducatifs, des projets d'animation plutôt, qui tournaient autour de je sais plus si c'était clairement ça, la sexualité ou connaissance de soi, enfin je sais pas, des filles-garçons. Bref, on mettait en place, on intervenait. Donc à l'époque, quand j'étais dans cette association-là, c'était clairement ça. Montrer en fait le côté sexuel, physique, anatomique. On sensibilisait les personnes, les jeunes, très jeunes, puisque c'était dans des écoles, collèges et lycées, à cette forme de connaissance-là. Et je pouvais comprendre que c'était très malaisant. Bon, on sait où ça mène aujourd'hui. C'était très malaisant. Et je crois que j'avais participé à une ou deux interventions, d'autant plus que c'était en région parisienne, en banlieue parisienne, donc avec une population
spécifique, où non seulement c'était une forme d'indécence d'exposer des choses aussi crues et sous forme de jeu, sous forme ludique, sous forme juste de discussion pour un peu détendre l'atmosphère, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'était les missions des associations, des chevaux de... C'est pas les chevaux de Troie, mais des chevaux de bataille de certains paradigmes. Donc les associations font la promotion de ce paradigme-là. Et donc, lorsque j'ai redécouvert donc au service civique cette forme d'intervention, ça ne m'a pas forcément choquée. Et d'ailleurs, c'était tellement bien présenté, puisqu'à l'époque, on présente toujours les choses de manière positive, non, de manière altruiste, et de sorte à améliorer la vie des gens. Dans notre cas, dans la théorie des genres, c'était les injustices que pouvaient subir les petites filles, enfin surtout les petites filles, à l'école ou bien à la maison, des choses comme ça. Et donc nous on jouait, c'était une association, une intervention sur la l'égalité en fait. Je crois que c'était ça, hein, l'égalité homme-femme. Et donc on discutait, c'était sous plusieurs formes, ludiques, formes participatives, sous forme de discussion. Enfin, il y avait plusieurs formes, donc les interventions étaient assez bien à ce niveau-là. Les intervenants étaient impliqués. Et donc nous, on jouait le jeu, puisque pour beaucoup, c'était nouveau, et on se sentait aussi concerné. Et c'est comme ça que j'avais découvert l'histoire de Monsieur et Madame Ours, je crois, qu'on raconte aux enfants au primaire. Bon, nous, on était quand même adultes, plus de 20 ans pour la plupart, en tout cas proche de la vingtaine. Et on trouvait ça juste, parce que, par exemple, ben voilà, il y a la petite fille qui a été rejetée parce que on lui a dit qu'elle ne pouvait pas jouer au foot avec les garçons, juste parce que c'est une fille, et c'est trop injuste. Et Monsieur Ours peut aussi faire la vaisselle pendant que Maman Ours lit le journal. Et ainsi de suite. Donc, ça a donné ce qu'on sait aujourd'hui, hein, si on analyse cette évolution-là, on sait que ça part d'un point de départ, souvent invisible, qui est devenu de plus en plus visible. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres influences ? En fait, voilà. Typiquement, c'est les deux qui m'avaient marqué. Pour dire que ce que le service civique apprend, donc cet engagement, ce que vous apprenez, c'est les enjeux sociétaux actuels dans lesquels vous vous trouvez vous, et qui, d'une manière ou d'une autre, vous appartiennent. En tout cas, on vous les inculque, on vous les met sur le dos, on vous dit voilà, la société, voilà ce à quoi tu dois t'intéresser en tant que jeune et en tant que citoyen faisant partie de cette société-là. Voilà ce qui est important aujourd'hui, voilà comment tu dois penser, voilà ce qui est bien de promouvoir, de sensibiliser, et c'est ce qui fera de toi un bon citoyen, une personne engagée pour la société, la cohésion sociale, et ça te donne une bonne estime de toi-même, individuelle, le sentiment de faire partie de quelque chose d'important, d'être utile à la société et de contribuer à son amélioration, l'amélioration non seulement individuelle, mais collective. Et ça peut te permettre aussi d'influencer, puisque tu as été toi-même influencé, pour ne pas dire fortement influencé, et ça te permettra à ton tour par la suite d'influencer ton entourage et d'autres sphères dans laquelle tu peux évoluer par la suite. Voilà, donc ça c'est vraiment un peu pareil, hein, c'est les à côté, puisque l'intégration, que ce soit dans l'université, le travail, les associations, tout ça ce sont des éléments
de la société. Des catégories, je ne sais plus comment on appelle ça en sociologie, la famille, l'école, c'est des agents, je crois que c'est des agents, des agents sociétaux. Je ne sais plus, en tout cas ça porte un nom. Les sphères dans lesquelles nous évoluons dans la société font partie d'un paradigme collectif. Dès lors que vous rentrez dans ce paradigme, vous êtes intégré au groupe. C'est ce qu'on appelle aussi le processus de socialisation. Le processus de socialisation qui est indéniablement présent dans cet engagement dans le service civique, qui m'a appris énormément. Ça a été très intéressant, très sur différents points, mais dont j'ai conscience, dont j'ai conscience des influences. Je ne peux pas dire que ça a été négatif, mais ça m'a permis de me situer par rapport à ce qu'on veut bien nous faire voir. Avec le recul, c'est un peu, pour ne pas dire exactement ce que je pense de l'université aussi. Dès lors que vous cultivez votre questionnement, votre liberté de penser, mais j'aime pas ce mot, votre éclaircissement, votre volonté d'éclaircir les choses, votre volonté de questionnement, de toujours être questionnement, parfois même d'un peu de scepticisme, plutôt que de tout avaler. Je pense que c'est quelque chose qui sauve la vie psychique de l'individu. Autrement, vous êtes avalé par des influences qu'on vous impose et qui ne sont pas les vôtres. Les enjeux des autres ne sont pas les vôtres. Peut-être que d'un autre point de vue, vous considérez que d'autres choses sont plus importantes dans la société, mais qui ne sont pas promues par la société, parce que derrière, il y a peut-être d'autres enjeux, d'autres influences, des lobbies, par exemple. Et oui, les enjeux économiques, si on traite telle problématique et qu'elle devrait devenir une problématique sociétale, alors vous avez des bâtons dans les roues de la part des médias, de la part de l'acceptation en fait de cette problématique comme étant une problématique, parce que les enjeux, souvent économiques, on va dire les enjeux de pouvoir, les influences et les enjeux de pouvoir, sont beaucoup trop grandes pour pouvoir faire prendre conscience à une certaine jeunesse, parce que la jeunesse, comme on dit, a un grand pouvoir de changement, et elle a cette énergie elle a cette volonté, cette énergie elle est fraîche, elle a plein d'idéaux. En tout cas, elle est mue par cette volonté de changement. Et on utilise beaucoup cette jeunesse, soit on l'étouffe, je pense que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, on l'étouffe, on lui dit mais tu crois que tu vas où? Tu es là dans le système, tu vas mourir, tu vas faire ce qu'on te dit jusqu'à la fin de tes jours et tu seras l'esclave de ce système, parce que si tu crois que tu vas pouvoir réfléchir par toi-même, raisonner par toi-même, grandir, te développer, devenir responsable et voir ce qui se passe, les mensonges et les manipulations qui se passent, il est hors de question, puisque tu serais une menace pour nous. Et si tu es une menace, nous risquons de perdre notre pouvoir. C'est aussi simple que ça. Donc là, il y a un étouffement qui se fait dès le jeune âge, et ou alors comment on appelle ça en magie, un détournement d'attention. Voilà, comme les prestigitateurs. Pour cacher ce qui est important, on va te montrer, on va secouer devant tes yeux ce qui n'est pas important pour détourner ton attention de ce qui est réellement important.
Voilà, je pense que j'en ai fini avec ce service civique et ce qu'il m'a appris. Donc les trois grandes choses, les trois grands points, j'ai pu rassembler trois grands points essentiels dans cette expérience-là, qui sont le premier, donc la contribution, l'apprentissage de la contribution à ce qui est plus grand que nous, contribution sociale et les apprentissages en termes de compétences. Deuxième chose, c'est les rencontres et les liens qui sont créés, improbables comme je dis, et très très enrichissants. Et la dernière chose que je peux mettre sous le nom de la manière dont les influences sociétales fonctionnent. Voilà. Je sais pas si c'est toujours dans l'ère du temps, le service civique. Est-ce que ça a toujours sa place? Je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'enjeux d'entrepreneuriat aujourd'hui, parce que cette recherche aussi de richesse matérielle, enfin, c'est toujours des histoires qu'on vous raconte. Donc aujourd'hui, beaucoup sont... j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est un autre sujet. En tout cas, je me demandais si le service civique a toujours une place importante. Je pense que oui. Et je pense que c'est vraiment le cheval de bataille d'influence sociale et de maintien d'un consensus collectif. Donc faites attention à votre esprit, participez à ce qui vous semble être important, mais maintenez toujours votre intégrité, votre manière de penser, votre recherchez l'information, votre esprit critique, et observez comment vous êtes influencé par des idées, des émotions, et pour ne pas dire comment vous êtes manipulé, mais surtout comment vous êtes influencé, puisque je sais que dans l'être humain, le sentiment d'appartenance peut être fort, mais à quel prix?